Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde à ce webinaire de présentation du rapport sur les financements des réseaux de transport au Québec depuis 2013 de l'Alliance Transit pour le financement des transports collectifs au Québec. Alors, mon nom, c'est Blaise Régnard, je suis responsable des transports et de l'urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Et aussi, je siège, comme la plupart des personnes que vous allez voir aujourd'hui, sur le comité directeur de l'Alliance Transit. Alors, pour le Conseil régional de l'environnement, le financement des transports collectifs est une priorité. Par exemple, la RTM avait, dans son plan stratégique de développement, déterminé que pour l'atteinte de nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, il fallait augmenter les capacités du réseau de transport collectif de 60 %. Donc, évidemment, le financement des réseaux de transport collectif est très important pour nous. Aussi, cet événement s'inscrit dans le mois de septembre, qui est pour nous les rendez-vous de la mobilité durable, la campagne J'embarque, qui propose une série toute une programmation en fait d'événements autour de la mobilité durable. Je vous invite à aller voir ça au rdvmobilitémtl.org. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter Samuel Paget-Plouffe, qui est coordonnateur de l'Alliance Transit, qui va nous dire deux petits mots sur ce rapport. Ensuite, il y aura présentation du rapport et puis une table d'échange avec différents membres de l'Alliance. Merci. Oui, merci Blaise. L'Alliance Transit, pour commencer, une petite présentation de ce que c'est. C'est un regroupement d'une soixantaine d'organisations qui, depuis maintenant 11 ans, s'intéressent à la question du financement des transports collectifs, mais plus largement, je dirais, du financement des réseaux de transport, de la bonne gestion de nos infrastructures de transport. Donc là, vous voyez toute une série de rapports qui ont été faits qui ont été diffusés au cours des années par l'Alliance Transit. L'Alliance Transit fonctionne avec un comité directeur, là, donc avec quelques organisations équitables, Fondation David Suzuki, Vivre en ville, Accès Transport viable à Québec, le CRE Montréal, le RN, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. On a aussi quelques experts avec qui on collabore, incluant là, sur le comité directeur Florence Junca-Adonneau, qui devait être avec nous aujourd'hui et qui a une urgence. Bref, chaque année, on participe aux consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec, parfois des villes, parfois même des consultations, par exemple, de la CMM, de la RTM. Là, ici, on a une photo d'une consultation parlementaire sur un projet de loi 102 à l'époque. On a développé tout un bagage d'expertise puis de connaissances sur les questions budgétaires, l'analyse du financement des réseaux de transport. Et au printemps dernier, on s'est dit, pourquoi pas mettre tout ça à jour, partager un peu toutes les données qu'on a dans nos fichiers Excel puis qu'on n'a pas souvent l'occasion de rendre public. D'autant plus, effectivement, qu'il y a une élection. On s'est dit, pourquoi ne pas saisir l'occasion pour partager nos connaissances avec la population et finalement aussi appeler le prochain gouvernement à prendre des engagements qui seront responsables et audacieux là, pour nos réseaux de transport et pour la mobilité durable. Donc, c'est un peu ça la genèse du rapport. Pour ce qui est du déroulement, Benjamin Duquet, qui est conseiller en mobilité durable, là, et qui est le principal rédacteur du rapport, va faire une présentation pour commencer. Ensuite, prendront la parole là, Sarah Doyon, qui est directrice de Trajectoire, Martin Vaillancourt, qui est directeur général du ARN-CREQ, Regroupement national des conseils régionaux, Angèle Pinault-Lemieux d'Accès Transport viable. Et après ce tour de parole-là, on prendra une période des questions s'il y en a. On souhaite faire ça de manière assez informelle. On vous prévient, vous le voyez, là, la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Alors, Benjamin, je te laisse la parole pour nous présenter le rapport sur lequel on a travaillé tous ensemble au cours des derniers mois. Donc, merci Samuel, c'est gentil. Puis merci au CRE d'avoir organisé cet événement-là. Donc, comme on disait tantôt, l'objectif du document, du rapport qu'on a commencé à travailler dessus au lendemain du budget de 2022. Donc, l'objectif vraiment, c'est vraiment d'analyser les données budgétaires relatives au financement du transport des infrastructures
en transport collectif et aussi au réseau routier. Donc, la présentation va aller comme suit. D'abord, on va faire une brève mise en contexte du rapport. Ensuite, on va parler du Fonds des réseaux de transport terrestre, le FOR, et de son manque à gagner. Dans le fond, le FOR, ça a été créé afin d'améliorer la gestion des activités gouvernementales, puis ça répond en partie au principe d'utilisateur-payeur. Ce qui est intéressant avec le fonds, le FOR, c'est un fonds qui s'autofinance, dans le sens qu'il y a des revenus qui vont au FOR, c'est les revenus principalement des taxes sur les carburants, puis la taxe sur les matriculations, mais il y a aussi des dépenses. Et les dépenses vont principalement dans le réseau routier, mais aussi dans le transport collectif. Par la suite, on va parler du Plan québécois des infrastructures, le PQI, et on va démontrer aussi que c'est favorable, généralement favorable au réseau routier. En fait, le PQI, ça a été créé en 2007, puis c'est un outil de planification qui souhaite adopter des plans d'investissement sur 10 ans et qui permet de maintenir ou bonifier les infrastructures publiques selon la capacité de payer des citoyens et des citoyennes, mais aussi selon les priorités des gouvernements. Puis, quand on parle d'infrastructures publiques, on parle aussi des hôpitaux, la rénovation d'écoles, d'universités. Dans notre cas à nous, c'est vraiment, on va s'intéresser sur le réseau routier ainsi que les projets de transport collectif. Et quand on parle de réseau routier, c'est vraiment les routes nationales et les autoroutes nationales du Québec, les routes à numéro. Les routes locales, c'est vraiment financé par les municipalités, en grande partie par les municipalités, alors que les routes nationales, pardon, c'est vraiment à partir du FOR que c'est financé. Et on va montrer aussi qu'il y a un manque à gagner, qu'il va manquer d'argent pour les prochains projets de transport collectif et de réseau routier et qu'il va falloir trouver une solution de rechange, des solutions, des nouvelles sources de financement ou une diversification des sources de financement. Et on sait que le gouvernement est au fait de cette situation-là qui n'est pas particulière au Québec. Partout dans les pays occidentaux, il y a la taxe sur l'essence qui tend vers la diminution. Et on va parler justement du chantier sur le financement de la mobilité qui a été lancé il y a quelques années. Puis ça va être justement, on va faire ça en conclusion, puis ça va être mon collègue Samuel Pagé-Plouffe qui va en parler. Donc, pour la mise en contexte, il faut savoir qu'on parle vraiment ici du ministère des Transports du Québec. C'est vraiment celui qui s'occupe justement du FOR et du PQI. Et qu'il faut savoir qu'avant que le ministère du Transport du Québec ne date pas de, même s'il va avoir 50 ans bientôt, avant ça, c'est différents départements qui se sont occupés des routes du Québec. Déjà, à partir de 1912 jusqu'à 1961, on avait le département de la voirie, qui était vraiment, parce qu'avant ça, c'était vraiment les municipalités ou les entreprises privées qui s'occupaient de la construction des routes. On avait le département de la voirie qui ont vraiment mis les premières autoroutes vraiment au Québec à la fin des années 50, c'était l'autoroute des Laurentides. Ensuite est arrivé le ministère de la voirie de 61 à 73. C'est vraiment là qu'il y a eu plusieurs travaux durant la modernisation d'une certaine façon du Québec et l'arrivée de l'État-providence. C'est vraiment là qu'il y a eu plusieurs projets comme on voit ici, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, mais aussi l'échangeur Turcot, tous les projets toutes les autoroutes qu'on connaît aujourd'hui. Puis en même temps, il y avait aussi au fédéral, on construisait le pont Champlain puis la transcanadienne. Donc, c'est vraiment toutes les autoroutes qu'aujourd'hui, on est en train de rénover, de réparer. C'est pas mal durant cette période-là des années 60-70. Le ministère des Transports, c'est vraiment en 1973 qui est apparu. C'est là, à partir de ce moment-là, entre autres, que le système les projets de transport collectif faisaient partie du financement du ministère des Transports. Et il faut savoir qu'à la fin des années 70, il y a eu un moratoire sur la construction d'autoroutes parce que là, il commençait à en avoir beaucoup trop, puis qu'il y avait de moins en moins de financement pour construire ces autoroutes-là. Donc, il faut s'imaginer quand même qu'il y aurait eu plus d'autoroutes dans la région de Montréal ou de Québec, ou au Québec, ça aurait été quand même particulier. Donc, dans le fond, c'est ça pour dire que le ministère des Transports a fait moins de projets d'autoroutes, de routes que le ministère de la Voirie, puis que les derniers projets, c'était vraiment le prolongement de l'autoroute 30 en 2012. Mais on ne va pas aller aussi loin dans notre étude. C'était vraiment pour mettre une mise en contexte puis démontrer que la route a toujours été prioritaire face au transport collectif en termes de financement. Donc, nous, ce qu'on va voir dans cette étude, dans ce rapport-là, c'est vraiment à partir de 2013 jusqu'à 2032 environ. Donc,
Si on regarde le Fonds des réseaux de transport terrestre, on l'a dit plus tôt, c'est vraiment un fonds qui s'autofinance. Donc, il y a des dépenses et des revenus. Et si on regarde les 2 dernières années, 2019-2020, puis celle de 2020 et 2021, c'est des données qui proviennent du rapport de gestion annuel du MTQ, qui est publié au mois de septembre. Celui de 2021-2022, il n'est pas encore publié. Ça devrait être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On a vraiment hâte de voir ce qui va se passer, quels chiffres vont ressortir des résultats. Mais il faut voir vraiment que c'est ça. Donc, il y a des dépenses et des revenus. Puis généralement, pour l'année 2019-2020, puis les autres années aussi avant, on peut voir que c'est surtout le réseau routier qui est financé plus que le transport collectif et que les revenus, bien, ça vient principalement de la taxe sur les carburants, quasiment la moitié du financement. Les droits et permis aussi qui représentent 25 puis autres revenus aussi 25 Là où est-ce que je veux qu'on porte attention, c'est vraiment la pointe de tarte en rouge, qui est vraiment le manque à gagner. C'est-à-dire, c'est l'argent qu'on doit aller chercher pour financer les dépenses. Donc, autrement dit, il y a plus de dépenses que de revenus. Et dans cette situation-là, étant donné que c'est un fonds qui s'autofinance, c'est de l'argent qu'ils vont aller chercher dans les surplus qui a été accumulé les années précédentes, donc pour pallier justement ce manque à gagner-là. On va y revenir dans 2 slides. Les 2 prochaines slides, on va parler du surplus du fort. Si on regarde l'année 2020-2021, c'est une année particulière à cause qu'il y a eu la COVID, tout le monde le sait, et c'est vraiment une année où est-ce qu'il y a au niveau des revenus, c'est vraiment la section autres revenus qui a vraiment compensé le financement du transport collectif. On parle ici vraiment dans la section autres revenus, il faut compter le 1,4 milliard de dollars qui c'est des dollars en aide d'urgence pour supporter un peu le manque l'argent qui ne rentrait plus pour les sociétés de transport, étant donné qu'il y avait une perte d'achalandage extraordinaire et puis qu'il y avait une perte de revenus aussi à cet effet. Donc, c'est une année particulière pour l'année 2020-2021. Mais si on regarde les autres années avant, pour l'évolution, on voit que les revenus du fort ont augmenté légèrement, puis voire même stagné, vu que ici, le graphique ici, c'est en dollars courants. C'est vraiment, ça suit l'inflation. Exception faite à la dernière année à cause de l'aide d'urgence, alors que les dépenses augmentent beaucoup plus vite que les revenus. Donc, encore une fois, c'est vraiment le manque à gagner s'accentue de plus en plus. Et encore une fois, on va le répéter, c'est l'argent qui va être cherché dans le manque à gagner va être cherché dans les surplus du fort. Mais le problème, c'est que les surplus du fort, bien, ils tendent à s'effriter. On a regardé justement les dernières années à partir de 2012 que les revenus du fort étaient supérieurs aux dépenses. Donc, le fort a pu accumuler des surplus jusqu'à 3 milliards de dollars, mais que depuis 2017, les surplus tendent à diminuer parce qu'il y a moins de revenus que de dépenses et que si ça continue comme ça, on a fait une estimation quand même assez grossière, on peut dire, des 3 dernières, une moyenne de 3 ans, et que si ça continue à ce niveau-là, bien, pour l'année, le rapport annuel de 2023-2024, c'est-à-dire dans 2 ans, il n'y aura plus de surplus dans le fort. Puis, ce ne serait pas impossible parce que justement, on a dit plus tôt, la taxe sur les carburants représente quasiment la moitié du financement des revenus du fort. Donc, la taxe sur les carburants va finir par s'effriter, étant donné qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques sur les routes du Québec. Là, pour l'instant, il y en a quand même plusieurs, mais il va y en avoir de plus en plus. Et en plus de ça, bien, toute l'électrification des transports est encouragée par des politiques publiques, comme la politique de mobilité durable, et aussi par le PEV, le plan d'économie verte, qui, dans le fond, c'est là qu'on a vu qu'en 2035, ce sera l'année où est-ce qu'il sera désormais interdit de vendre des véhicules à essence, des nouveaux véhicules à essence. Donc, c'est sûr que la taxe sur les carburants vont aller en diminuant. Si on regarde cette fois-ci maintenant pour le Plan québécois des infrastructures, le PQI, qu'on dit souvent qui est favorable au réseau routier, bien, on dit ça parce que si on regarde au dernier PQI pour 2022 jusqu'à 2032, on le répète, c'est un plan d'investissement sur 10 ans, bien, on voit que 70 des investissements se fait pour le réseau routier contre 30 pour le transport collectif. Or, si on se comparons-nous avec l'Ontario, souvent le Québec est facilement comparable avec la province ontarienne, eh bien, c'est exactement le contraire. Il y a 71 des investissements en transport collectif en Ontario contre 29 pour le réseau routier. Puis, si on regarde par habitant, bien, les Québécois vont payer 2 fois plus
pour leur route que les Ontariens, alors que en Ontario, ils vont financer plus que 2 fois plus pour le transport collectif. Ils ont fait ce choix-là, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans les prochaines années, si on regarde, ça c'est une carte tirée du budget de l'Ontario de 2022, le dernier budget. La carte, on ne voit pas beaucoup de choses, mais c'est juste pour dire que c'est dans la région dans la ville de Toronto, il y a de plus en plus de lignes de métro, de prolongement de lignes, de nouveaux trains de banlieue, de nouvelles voies réservées, des tramways. Donc, vraiment, la ville va être super intéressante à se déplacer en transport collectif dans les prochaines années. Et puis, c'est parce que, justement, le transport collectif a été financé assez adéquatement. Si on reste maintenant au Québec, puis on regarde les dernières années, comment que ça s'est fait? Là, c'est comme on disait, c'était 70 pour le transport routier, puis 30 pour le transport collectif. Or, ça a toujours été environ cet écart-là, quand même assez éloigné. Si on regarde le premier PQ, pas le premier PQI, mais les PQI de 2013-2023, c'est 78 de part de financement des réseaux de transport pour le réseau routier et 22 pour le transport collectif. On voit que ça s'est resserré jusqu'à 2020, mais que ça continue à s'élargir un peu plus. Pourtant, dans le dernier plan de mise en œuvre du plan du PEV, on va dire rapidement, à la page 48, c'est bien écrit que parmi les cibles pour l'électrification, pour améliorer le transport collectif, il faut équilibrer les investissements entre le transport collectif et le réseau routier. Pour l'instant, on ne voit pas ça, mais on espère que dans les prochaines années, l'écart va beaucoup plus se resserrer pour avoir vraiment un ratio de 50-50. Là, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, ben là, les routes du Québec sont trouées, c'est pour des questions de sécuritaire, il faut les réparer, il y a des ponts qui peuvent tomber, c'est dangereux. » Et en effet, oui, on a tous construit ça dans les années 60, et puis qu'aujourd'hui, il faut les réparer. C'est vrai, il faut réparer les routes du Québec, les autoroutes et les routes, c'est normal. Mais on voit qu'après une période d'austérité, l'investissement dans le réseau routier a beaucoup augmenté, et ce n'est pas juste en maintien au réseau routier, c'est aussi en bonification. Si on voit le graphique ici, en gris foncé, c'est vraiment des bonifications au réseau routier, c'est-à-dire des élargissements d'autoroutes, des constructions de nouvelles autoroutes, de nouvelles routes, des prolongements d'autoroutes. Donc, on a ici vraiment dans le dernier PQI 7,2 milliards de dollars qui sont investis dans ce genre d'infrastructures pour bonifier les routes et les autoroutes, alors que, et là-dessus en plus, on ne compte même pas encore le troisième lien, le financement du troisième lien. Il y a quelques millions de dollars qui ont été ajoutés, mais c'est des millions de dollars qui ont été pour les études. Donc, il n'y a pas encore les milliards de dollars qui sont estimés entre 6,5 et 10 milliards. C'est difficile à estimer. Donc, on ne sait pas exactement combien il va y avoir d'argent, mais c'est sûr que c'est de l'argent en bonification. Puis ça nous surprend pas tant que ça. Puis on a l'impression à l'Alliance Transit que c'est vraiment l'histoire qui se répète parce qu'en août 2012, exactement 10 ans de ça, on avait publié un rapport qui s'appelait « Bord ouvert quand le développement autoroutier engloutit des milliards de dollars ». Puis on avait démontré que, ça c'est entre 1996 et 2011, que depuis 2005, il y avait un développement du développement autoroutier. Vraiment, l'argent, le financement, les grandes parts de financement pour le réseau routier allaient pour des nouvelles infrastructures de routes, pour des nouvelles autoroutes. Donc ça, il faut sûrement s'imaginer que c'est probablement le prolongement de l'autoroute 30 en Montérégie qui représente dans le graphique par la courbe rouge. Donc, si on revient encore aujourd'hui, dans le 7,2 milliards de dollars, on a plusieurs élargissements d'autoroutes, comme par exemple à Lévis, l'autoroute 20, mais aussi dans la région de la Naudière, où est-ce qu'on voit vraiment, on a décidé de, ça c'est en phase réalisation, ce n'est pas en phase planification, ça va se faire. C'est vraiment, on a décidé de prolonger l'autoroute 25 entre Saint-Esprit et Sainte-Julienne, et aussi de faire une voie de contournement de la municipalité Saint-Lin-Laurentide. Or, dans ce coin-là, on sait bien, c'est à l'extérieur de la CMM, il y a beaucoup d'étalements urbains, il y a des problèmes d'eau potable liés à l'étalement urbain, à la surenchère immobilière aussi. Et c'est un endroit où est-ce que le transport collectif est inexistant ou en tout cas, il y a très peu de transport collectif. Les gens sont obligés d'utiliser leur voiture. Donc, on leur montre encore qu'ils peuvent utiliser leur voiture et ça va juste contribuer à la congestion dans la région de Montréal. Donc, pourtant, pour le maintien des routes, il faut les maintenir parce qu'en ce moment, il y a le pont Louis-Hippolyte-Lafontaine qu'on doit refaire. Après, on a fait l'échangeur turco. Et là, il va y avoir aussi l'autoroute Ville-Marie, l'autoroute métropolitaine. Il y a le pont de Pierre-Laporte à Québec et le reste, dans le sens,
il faut arrêter dans le sens de bonifier le transport routier. Enfin, pour finir avec cette slide-là, il y a je veux porter aussi l'attention, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a de plus en plus d'investissements en transport collectif depuis 2020, contrairement à l'année précédente, sauf que ça a stagné depuis les 2 dernières années. Pour voir plus précisément, c'est beaucoup de bonifications, en effet, mais on sent que c'est plus un rattrapage que des nouveaux projets. Parmi ces bonifications-là, ce qui est en phase de réalisation, c'est surtout comme l'accessibilité universelle du métro de Montréal, c'est-à-dire les ascenseurs dans le métro. C'est aussi, on finance aussi le remplacement des trains de banlieue EXO et le prolongement de voies réservées à Gatineau. Il y a aussi un garage à Lévis, puis à Laval, puis un garage à Montréal pour les autobus. Mais il faut pas, là-dessus, il n'y a pas le REM de l'Ouest, parce que ça appartient à CDPQ Infra, que c'est plus considéré comme du privé, ce n'est pas d'ordre du ministère du Transport du Québec, donc ça ne fait pas partie du FOR ni des PQI. Donc, ça pour dire qu'il va y avoir d'autres projets de transport collectif. On en parle de plus en plus. Déjà, il y en a qui sont de plus en plus quasiment à la phase de réalisation, comme la prolongement de la ligne bleue. Il y a le tramway de Québec qui avance tranquillement, mais de plus en plus. Il va y avoir aussi on parle de réseaux structurants dans l'est de la ville de Montréal, sur la rive sud de Montréal aussi, sur la rive nord, à Laval, le tramway de Gatineau. Donc, il y a plusieurs projets de transport collectif qui sont sur la table, mais la demande, elle est là. On veut offrir cette demande-là. Le problème, c'est que le financement, il faut falloir en trouver. Et là, en plus de ça, outre le fait qu'on doit financer les futurs projets de transport collectif, il y a aussi, on doit maintenir nos routes en bon état. Et en plus, on veut continuer à construire des nouvelles autoroutes. Et en plus de ça, il y aura de moins en moins d'argent dans le financement, dans le surplus du FOR et de moins en moins d'argent lié à des revenus de la taxe sur les carburants. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et là-dessus, je laisse mon collègue Samuel en discuter. Oui, merci Benjamin. Donc, tu peux peut-être même tout afficher dès maintenant là, les différentes solutions. Il y a eu, au cours des 4 dernières années, un chantier sur le financement de la mobilité durable où on a réfléchi à comment on arrivera à financer de manière pérenne nos infrastructures de transport, donc à la fois transport routier et transport collectif. On ne prétend pas à ce moment-ci avoir toutes les réponses. Bien au contraire, et désolé, j'avais ma caméra qui était fermée, je viens de voir Blaise qui souriait. On ne prétend pas à ce moment-ci avoir toutes les réponses. On va même continuer la réflexion au cours des prochains mois avec l'Alliance Transit, faire des propositions plus précises au cours de l'automne. Ceci dit, au cours des dernières années, bien sûr qu'on a déjà commencé à y réfléchir. Il y a des éléments qui font consensus, je dirais, parmi les décideurs, parmi les acteurs impliqués. Encore tout récemment, la CMM rappelait qu'elle demandait au gouvernement du Québec d'appliquer une contribution sur l'immatriculation pour l'ensemble des municipalités de la grande région de Montréal. D'ailleurs, c'est une proposition qui a été votée il y a plus de 2 ans. Donc, il nous semble que de ce côté-là, on attend juste que ça débloque du côté du gouvernement du Québec. Il faut aller de l'avant rapidement. On a dit plein de choses par le passé aussi à l'Alliance Transit. Effectivement, on a déjà dit que les propriétaires de véhicules les plus polluants pourraient avoir une contribution plus importante pour encourager l'électrification du transport. Donc, ils auraient une contribution un peu en format bonus-malus qui permettrait de libérer des sommes au fonds vert, qui a changé de nom, mais qui existe encore, fonds vert. Et par le fait même, on pourrait avoir là, des sommes qui seraient libérées pour financer les réseaux de transport. À plus disons, moyen terme, il y a la question, on a fait une étude là-dessus, la question de la tarification kilométrique, qui peut être une voie très pertinente pour, en particulier, remplacer la taxe sur les carburants, qui, on le sait, d'ici 2 décennies, va avoir presque complètement disparu. Et qui est souvent préconisé par différents experts, notamment, je le disais récemment, Catherine Morancy, parce que c'est un mécanisme qui est très, très, très flexible et qui a en fait qui peut, si on le souhaite, s'appliquer de la même manière, copier-coller que
que la taxe sur l'essence que l'on a présentement. Donc, il y a présentement des solutions qui sont à notre disposition. On est conscient évidemment que ce sont des enjeux qui sont particulièrement délicats. Ceci dit, on ne peut pas faire l'économie d'en discuter, d'autant plus que, bon, on a une crise climatique et les outils de financement de la mobilité peuvent aussi contribuer à encourager à des meilleurs comportements de mobilité, des comportements de mobilité plus durables. Donc, il faut saisir cette occasion-là. On évoquait là, la tarification kilométrique. Elle peut y contribuer fortement. Et à cet égard-là, je reviens, je l'oubliais. Ce qu'on préconise, du moins à très, très court terme, c'est de lancer un projet pilote pour être en mesure de mettre en œuvre si on juge que d'ici quelques années, c'est une solution qui est adaptée pour le Québec. D'autant plus qu'on a tout pour le faire. On a tout un écosystème au Québec qui serait prêt à le faire. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin sur la question des solutions très précises aujourd'hui. Ce qu'on voulait dire avec le rapport aujourd'hui, c'est que peu importe qui sera le prochain gouvernement, peu importe sa couleur politique, il va falloir trouver des solutions parce que il y a, bon, du côté de Québec, un problème de financement, mais aussi, on le sait, là, du côté des municipalités, l'UMQ a sorti encore récemment un rapport qui parlait d'un déficit structurel de 460 millions par année. Donc, toute la question de comment on fait pour continuer à maintenir les services d'ici au moment où on retrouvera l'ambition. C'est un peu la question sur laquelle on voulait vous laisser avec le rapport. Et on a aussi diffusé aujourd'hui un communiqué avec certaines demandes, certains éléments plus précis. Et dans ce communiqué-là, ben, il y a des citations de nos collègues de l'Alliance Transit. Et je les laisserai à ce moment-ci prendre la parole. Peut-être, Blaise, je te laisserai redistribuer là, les paroles. Oui, parfait. Je vais reprendre mon rôle d'animateur. Alors, oui, c'est ça. Alors, permettez-moi d'accueillir mes collègues du comité directeur de l'Alliance Transit. Alors, c'est quelques-uns des membres. Là, on est plusieurs organisations. Dans l'Alliance, il y a au-dessus de 80 organisations membres et une douzaine de membres dont je ne ferai pas la liste aujourd'hui, mais avec nous aujourd'hui, on a Sarah Véry-Doyon, qui est directrice générale de Trajectoire, Martin Vaillancourt, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, Angèle Pinault-Lemieux, qui est coordonnatrice aux affaires publiques et communications d'accès transport viable. Et donc, on a aussi Samuel Pagé-Plouffe et Benjamin Duquet qui sont là avec nous, que je vous ai déjà présenté. Alors, brièvement, là, on va faire un petit tour de table, réaction par rapport à ce rapport et puis faits saillants là, selon vos différentes organisations. Peut-être en commençant par Sarah. Merci beaucoup, Blaise. Si jamais il y a des gens parmi nous qui ne connaissent pas Trajectoire, notre rôle, c'est de défendre les intérêts des usagers du transport collectif. Donc, vous comprendrez que le financement, c'est quand même le nerf de la guerre pour être en mesure d'offrir des services attrayants et de qualité pour les usagers, mais aussi pour l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec, parce qu'on souhaite évidemment réduire l'utilisation de l'auto-solo, donc convaincre le plus grand nombre de personnes de choisir des modes de transport durables, dont le transport collectif. Et là, j'apprends rien à personne. La pandémie a causé une chute majeure de l'achalandage dans le transport collectif, ce qui accentue les problèmes de financement déjà existants vu les pertes de revenus tarifaires. Donc, pour nous, c'est important d'éviter de maintenir un cercle vicieux du sous-financement ou une diminution des revenus. Ça viendrait entraîner une diminution des services qui finit par entraîner une diminution de l'achalandage, qui réduit encore une fois les revenus, et ainsi de suite. Donc, il faut absolument éviter cette situation-là. Et pour ça, il faut une reconduction pluriannuelle de l'aide aux sociétés de transport pour garantir minimalement le maintien des niveaux de service. Parce qu'on le sait, des coupures de service, c'est encourager l'utilisation de la voiture comme mode de déplacement au quotidien. Ça fait juste intensifier les enjeux de congestion, de sécurité routière, en plus d'accroître la pression sur le réseau routier. Puis évidemment, il y a urgence d'agir pour éviter ce cercle vicieux-là et on doit trouver des solutions à court terme, moyen et long terme aussi, mais il faut vraiment s'y attaquer rapidement pour financer la mobilité. Je pense que le rapport présenté aujourd'hui par Benjamin et Samuel en fait très bien la démonstration. D'ailleurs, en mai dernier, dans un de nos événements où on recevait le ministre des Transports, le gouvernement du Québec s'est engagé à convenir d'un accord de 5 ans avec les municipalités pour favoriser le fonctionnement et le développement du transport collectif
rappelons, là, Samuel l'a dit, mais que si rien n'est fait, le déficit du financement des opérations pourrait atteindre jusqu'à 460 millions de dollars par année selon l'UMQ. Donc, cet accord-là devra nécessairement être à la hauteur des ambitions. Mais je pense qu'on est capable d'ambition. Une des mesures du plan d'action de la politique de mobilité durable, c'est d'augmenter de 5 par année l'offre de services en transport collectif. Bon, là, évidemment, la pandémie est venue chambouler les plans, mais il en reste pas moins qu'on doit développer des services pour que les gens utilisent le transport collectif. Plusieurs personnes nous demandent de trouver des solutions pour ramener l'achalandage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens reviennent dans le transport collectif? Mais je vais vous dire, ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue. On le sait, le meilleur incitatif pour que les gens adoptent le transport collectif, c'est une bonne offre de services. Plus les services sont intéressants, plus les gens ont envie de les utiliser. Rien de très compliqué là-dedans. Donc, en fait, c'est l'inverse du cercle vicieux dont je parlais il y a quelques instants. C'est d'instaurer un cercle vertueux où plus les services sont intéressants, plus il y a de gens qui les adoptent, ce qui nous donne plus de revenus tarifaires, puis ainsi de suite, on peut développer plus de services. Puis d'ailleurs, la politique de mobilité durable, elle avait d'autres objectifs. Outre ce 5 d'augmentation de l'offre de services, il y a des objectifs de réduction de 20 de l'utilisation de l'auto-solo, des objectifs de réduction de 20 des dépenses des ménages québécois liés au transport. Donc, pour ces deux objectifs-là, aussi, la solution, c'est des services de transport collectif efficaces, attrayants, qui répondent aux besoins de déplacement des citoyennes et des citoyens. Donc, comprendrez que pour instaurer ce cercle vertueux-là, il nous faut des investissements conséquents, puis le prochain gouvernement devra s'attaquer à la problématique du financement du transport collectif sans délai, puis trouver des solutions, je l'ai dit, à court, moyen et long terme. Et il faudra qu'il arrête de voir le transport collectif comme une dépense. Il faut vraiment voir ça, à mon sens, comme un investissement. Les retombées positives sont nombreuses, que ce soit sur les finances des ménages, sur le développement économique, le développement social, au niveau de l'environnement, même sur la santé des usagers. Donc, c'est vraiment essentiel de trouver des solutions pérennes aux enjeux de financement, autant dans les infrastructures que dans l'exploitation des services, si on veut vraiment être en mesure d'offrir des services attrayants aux usagers. Je m'arrête là-dessus. Merci, Sarah. Alors, Martin, du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Oui, merci, Blaise. Petit rappel, le Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec, là, comme son nom l'indique, regroupe 16 conseils régionaux qui, eux, sont présents partout sur le territoire du Québec, là, à l'exception du nord québécois. L'ensemble des CRE sont interpellés par les décideurs régionaux, par les intervenants régionaux sur les questions de mobilité, sur les questions de transport, et plusieurs participent à la mise en place là, de solutions locales. On l'a mentionné déjà, le Samuel et Sarah, avant moi, le choix des transports collectifs, de la mobilité durable est une façon aussi de lutter contre les changements climatiques. Le PEV, donc le plan d'électrification et d'économie verte, là, est clair sur ces éléments-là. La plupart des gestes qu'on émet au Québec proviennent du secteur des transports, donc d'aller vers une électrification, puis une plus grande part de transport collectif dans les possibles qui s'offrent aux citoyens permettent de réduire ces gaz à effet de serre-là et contribuent à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. La politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire cherche aussi à encadrer ou à proposer un modèle pour qu'on arrête de s'étendre, donc qu'on ne parle plus que de limiter l'étalement urbain, mais bien l'arrêt de cet étalement-là, pardon. La politique de mobilité durable également va dans le même sens là, et ajoute un certain nombre de cibles. Donc, il y a l'ensemble de ces outils de planification-là et de ces politiques-là nous permettent de voir qu'il y a une réelle volonté d'aller de l'avant. Après, c'est dans les moyens qu'on va se donner pour réussir. Il y a actuellement 6 ou 7 projets structurants en termes de mobilité qui sont principalement déployés ou qui seront déployés là, dans les zones urbaines et périurbaines. Il faut garder à l'esprit que c'est l'ensemble du Québec qui a besoin d'alternatives. Si on souhaite voir des changements de comportement pour des gens qui habitent dans les deuxièmes, dans les troisièmes couronnes ou dans n'importe quelle région du Québec, il faut qu'il y ait un service qui soit offert, qui soit de qualité. Donc, la question du transport collectif là, n'est pas uniquement une question qui s'adresse là, aux régions métropolitaines, mais
à l'ensemble du Québec. Et depuis plusieurs années, on voit l'effritement de la qualité des services, notamment sur le transport interrégionaux. C'est un élément là, qui devra être pris en considération également là, par le prochain gouvernement, de façon à ce qu'on puisse avoir des alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle là, pour se déplacer. Donc, je m'arrête ainsi, puis je reprendrai probablement la parole plus tard. Merci, Blaise. Merci. Alors, à toi, Angèle, d'Accès Transport Viable. Merci beaucoup, Blaise. Oui, donc Accès Transport Viable, c'est quoi? Nous, on est un organisme qui œuvre dans les régions de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, également en défense des droits des usagers et usagères des transports collectifs et actifs et en promotion de la mobilité durable. Et je pense que Sarah le disait bien tantôt, on a un enjeu présentement au Québec quant à l'attractivité des modes de transport durables. Et on le voit dans la région de Québec, pour vous donner un exemple, la dernière enquête Origine-Destination Québec-Lévis de 2017 montrait qu'on avait une part modale de 7 pour le transport en commun sur 24 heures. Ce qui veut dire là, que tu as 7 des gens qui se tournent vers le transport collectif pour leur déplacement quotidien, que ce soit vers le travail ou l'école. Je pense qu'on en convient tous que si on veut atteindre les cibles ambitieuses, que ce soit celles de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, de la politique de mobilité durable ou du plan pour une économie verte, il faut viser à augmenter la part modale à la fois des transports collectifs et actifs. Et Sarah le disait bien, on le sait que l'offre induit la demande, donc l'offre d'infrastructures qu'on a sur le territoire induit inévitablement l'attractivité de ces modes-là, puis l'intérêt des usagers et usagères à se tourner vers le transport collectif. Mais qui dit offre en infrastructure dit aussi hausse des coûts d'exploitation. Pour vous donner un exemple, dans la région de Québec, en ce moment, on a un tramway qui s'apprête à être déployé. Je pense qu'on est tous d'accord que Québec étant la seule ville canadienne de plus de 500 000 habitants à ne pas avoir de réseau structurant de transport en commun, c'est un premier besoin qu'on vient combler, mais ne soyons pas dupes, ça vient avec de plus grands frais d'exploitation, surtout que ce ne sont pas les seuls chantiers qui sont en cours. Pour vous donner un exemple, dans les chantiers en cours, on a l'intérêt d'implanter une tarification sociale à Québec sur le transport en commun. Sarah parlait tantôt de l'objectif de réduire les dépenses des ménages en transport. Il y a là une mesure qui offre un potentiel structurant. On a évidemment des chantiers d'électrification de la flotte d'autobus. On a aussi un chantier en mobilité servicielle dans le but de favoriser l'intermodalité, donc la connexion entre les différents services comme le vélo-partage, l'autopartage, le transport en commun. Tout ça, c'est des chantiers qui demandent à la fois des investissements en infrastructure, mais surtout qui augmentent les frais d'exploitation de nos sociétés de transport. Et à Québec, par exemple, le maire soulignait en mai dernier que lors de la hausse des tarifs du RTC, ce serait la dernière hausse des tarifs. Mais il mentionnait bien que les sociétés de transport ne peuvent pas y arriver seules. Il faut que le gouvernement du Québec embarque pour offrir une aide qui soit non seulement substantielle, mais qui soit prévisible pour qu'on puisse donner, autant dans nos régions urbaines que dans nos régions périurbaines et rurales, de la prévisibilité pour faire de la planification et pour qu'on puisse offrir des véritables alternatives de transport pour que cette part modale, on puisse l'inverser justement. Et je finirai en disant qu'on le voit, il y a des sommes qui sont disponibles dans la région de Québec quand on voit de 6 à 10 milliards être investis dans un projet comme le troisième lien, qui n'est pas un projet de transport collectif. Non seulement on est en train d'investir directement dans le problème en augmentant la congestion, en diminuant l'attractivité de nos réseaux de transport, mais on est en train de priver nos collectivités d'argent dont les sociétés de transport et les réseaux de transport de manière générale, qu'ils soient routiers ou en transport collectif, ont extrêmement besoin. Et si on veut être à la mesure, et je vais conclure de la même façon que Martin, d'atteindre les cibles ambitieuses, parce qu'on sait fixer des cibles ambitieuses au Québec, si on veut être en moyen de les atteindre, bien, il faut mettre les bouchées doubles, mettre les bouchées triples en matière de financement de transport collectif. Et ça vaut autant pour nos villes que pour nos plus petites municipalités. Je m'arrête là. Merci pour ces contributions vibrantes et convaincantes à vous trois. Samuel, avais-tu quelque chose à rajouter de ton côté comme fait saillant, point saillant de... Oui, bien, rapidement, puis
Je viens de penser à ça. Blaise, toi, est-ce que tu souhaitais prendre la parole aussi? Ah, tout est pas mal dit. Tu sais, du moment où on peut arrêter d'investir dans le problème, hein, puis on a nommé, par exemple, l'autoroute 25, c'est vrai qu'elle est en phase de réalisation, mais elle n'est pas encore réalisée. Il n'est pas trop tard pour arrêter ce genre de projet-là au Québec. On devrait tellement le faire. C'est tellement des sommes faramineuses. C'est tellement investir dans le problème. C'est tellement récompenser les municipalités qui ont développé leur territoire sans égard à la planification régionale. Donc après ça, je pourrais que répéter les brillantes paroles des autres. Je sais que toi, Samuel, tu as peut-être quelque chose d'intéressant de plus à dire. Ben, c'est peut-être en conclusion, moi, je vois cet automne un genre d'alignement des planètes. Il y a les membres de l'Alliance Transit qui vont s'intéresser beaucoup à cette question-là. Il y a le chantier sur le financement du NTQ qui doit donner les résultats. On sait chez les sociétés de transport, tous les partenaires, les villes, les STM de ce monde, la CMM, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, même les villes partout en région au Québec. Cette question-là de trouver des solutions à la crise du sous-financement des réseaux de transport, elle est sur toutes les lèvres depuis un certain temps, mais je pense que c'est dans les prochains mois, voire la prochaine année, qu'on va arriver au moment d'avoir une conversation sérieuse pour y trouver des solutions. Ce webinaire sera rendu public. Moi, je pense que ça va être ça l'important, ça va être de travailler ensemble assez largement, société civile, ville. J'ai oublié de nommer les syndicats aussi qui souhaitent s'y intéresser. Les gens d'affaires s'y intéressent beaucoup. Alors, on a comme une occasion qu'il faut saisir et on s'engage à l'Alliance Transit à en être. Là. Mais je pense qu'il ne faut pas ménager les efforts. Donc, essentiellement, c'était le message que j'avais apporté à ce moment-ci. S'il y a des questions, on est disposé. Par ailleurs, on n'a pas des réponses à toutes les questions du monde, donc on peut en prendre puis vous revenir. Benjamin fait plein de recherches sur les questions de financement des transports, donc on est bien disposé à ça. Parfait. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour signaler si vous avez des questions, puis que c'est plus simple là, de demander de prendre parole. Vous pouvez le faire également. Puis on va vous permettre d'ouvrir votre micro. Pendant ce temps-là, Blaise, peut-être je peux partager l'article qui est paru ce matin dans le Devoir sur le rapport, qui fait quand même, je trouve, un très bon résumé des enjeux. Et aussi, peut-être vous évoquer, s'il y en a qui sont intéressés par les différents communications de l'Alliance Transit, n'hésitez pas à nous écrire là, à info@commercialtransitquebec.org à la fois pour recevoir des communiqués, mais aussi, bon, si vous avez soit des questions ou souhaitez collaborer, n'hésitez pas. C'est surtout autour des périodes budgétaires qu'on communique en particulier. Là. Donc voilà, je mets ça dans le chat et je constate qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais vous remercier chacune et chacun et puis toutes les personnes qui ont assisté à ce rendez-vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais en profiter aussi pour faire une plug pour les rendez-vous de la mobilité durable du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Vous pouvez voir ça au rdvmobilitémtl.org. Et que dire, Blaise, oui. il semblerait qu'on a un problème et que le chat ne fonctionne pas. Je ne sais pas si le chat... on a des gens qui nous ont écrit dans le Q&A. Oui, OK. En c'est anglais. rentré. On a Sandrine Cabana-Degani. Bonjour, Sandrine, qui nous dit que c'était intéressant. On a des remerciements. Et puis ensuite, je ne vois pas de questions. Attends un peu. Oui, OK, j'ai Simon Caro qui nous pose une question. Ça arrive. Il faut juste te donner un peu de temps. Merci. Là, il était moyen. Donc, on parle beaucoup d'inflation ces derniers mois. Outre les impacts de l'étalement urbain, est-ce que les projets de développement du réseau routier n'ont pas aussi des impacts sur l'inflation et sur les coûts des autres projets d'infrastructure? Bien sûr que oui. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question?
Ben, je peux y aller. En effet, je pense que c'est manifeste qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, qu'il y a une congestion dans les cahiers de travaux des entrepreneurs en construction, de tous les fournisseurs de services. Alors, effectivement, d'accélérer la construction dans le réseau routier, contribuer à l'inflation, contribuer à la hausse des coûts pour le même projet. On va devoir payer plus cher parce que tous ces projets-là sont en compétition entre eux dans un environnement qui ne peut pas en prendre plus. Alors, donc, c'est évident. Et puis, donc, on parle d'inflation et puis on parle aussi de mesures pour contrer l'inflation. On réinvestit on donne des chèques aux différents. En tout cas, les partis proposent toutes différentes mesures pour combler le déficit de pouvoir d'achat des ménages, alors que quand on réinvestit dans le système autoroutier, on réinvestit dans l'indépendance des ménages aux voitures, on réinvestit dans leur dépendance aux hydrocarbures, etc. Puis donc, ça ne fait que contribuer également au problème de l'inflation générale pour les ménages. Un grand malheur, c'est que les mauvais projets en période d'inflation comme aujourd'hui sont encore plus coûteux parce qu'ils font coûter plus cher les bons projets. Effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, mais voilà. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, allez voir le site web de l'Alliance Transit, allez voir le site web des Rendez-vous de la mobilité durable de Montréal. Et puis, toutes nos belles organisations aussi autour de la table qui sont très actives pour les transports collectifs au Québec. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci.